Smita, village de Badlapur, Uttar Pradesh, Inde. Partir. Cette pensée s'est imposée à Smita comme une injonction du ciel. Il faut quitter le village. Lalita ne retournera pas à l'école. Le maître l'a battue après qu'elle a refusé de balayer la classe devant ses camarades. Plus tard, ses enfants deviendront des fermiers dont elle devra vider les latrines. De cela, il n'est pas question. Smita ne le permettra pas. Elle a entendu une fois cette phrase de Gandhi, citée par un médecin qu'elle avait rencontré dans un dispensaire du village voisin. Nul ne doit toucher de ses mains les excréments humains. À ce qu'il paraît, le Mahatma avait déclaré le statut d'intouchable illégal, contraire à la Constitution et aux droits de l'homme. Mais depuis, rien n'a changé. La plupart des Dalits acceptent leur sort sans protester. D'autres se convertissent au bouddhisme pour échapper au système des castes, à la manière de Baba Saheb, le maître spirituel des Dalits. Smita a entendu parler de ces grandes cérémonies collectives, où ils sont des milliers à changer de religion. Des lois anti-conversion ont même été promulguées pour tenter de contenir ces mouvements qui affaiblissent le pouvoir des autorités. Les candidats à la conversion doivent désormais obtenir une autorisation, sous peine de poursuites judiciaires. Un détail qui ne manque pas d'ironie. Autant demander à son geôlier la permission de s'évader. Smita ne peut se résoudre à ce choix. Elle est trop attachée à ces divinités que ses parents vénéraient avant elle. Plus que tout, elle croit en la protection de Vishnu. C'est à lui qu'elle adresse ses prières, matin et soir, depuis qu'elle est née. À lui qu'elle confie ses rêves, ses doutes et ses espoirs. L'abandonner la ferait trop souffrir. L'absence de Vishnu laisserait un vide en elle, impossible à combler. Elle se sentirait plus orpheline encore qu'à la mort de ses parents. Elle n'est en revanche guère attachée à ce village qui l'a vue grandir. Cette terre souillée qu'elle doit nettoyer jour après jour inlassablement ne lui a rien donné, rien offert d'autre que ces rats faméliques que Nagarajan rapporte le soir. Triste trophée. Partir, fuir cet endroit, c'est la seule issue. Ce matin, elle réveille Nagarajan. Il a dormi profondément alors qu'elle n'a pas trouvé le repos. Elle envie la tranquillité du sommeil de son mari. La nuit, il est un lac dont nul remous ne vient troubler la surface, alors qu'elle-même s'agite des heures durant. L'obscurité ne la délivre pas de ses tourments, mais au contraire, les réverbère, leur donne un terrible écho. Dans le noir, tout lui paraît dramatique et définitif. Elle prie souvent pour qu'il s'arrête, ce tourbillon de pensées qui ne la laisse pas en paix. Elle reste parfois des nuits entières, les yeux grands ouverts. Les hommes ne sont pas égaux devant le sommeil, pense-t-elle. Les hommes ne sont égaux devant rien. Nagarajan s'éveille dans un grognement. Smita le tire de sa couche. Elle a réfléchi, il faut quitter le village. Ils n'ont rien à attendre de cette vie-là, cette vie qui leur a tout pris. Il n'est pas trop tard pour Lalita, la sienne ne fait que commencer. Elle a tout, sauf ce que les autres vont lui enlever. Smita ne les laissera pas faire. Ma femme divague, pense Nagarajan. Elle a encore passé une nuit agitée. Smita se fait pressante. Ils doivent partir à la ville. On raconte que là-bas, il y a des places réservées pour les Dalits dans les écoles et les universités. Des places pour les gens comme eux. Là-bas, Lalita aura sa chance. Nagarajan secoue la tête. La ville est une illusion, un rêve de pacotille. Les Dalits s'y retrouvent sans abri, agglutinés sur les trottoirs, ou dans ces bidonvilles qui pullulent à la lisière des agglomérations, comme des verrues sur un pied. Au moins ici, ils ont un toit et de quoi manger. Smita s'enflamme. Ils mangent du rat et ramassent de la merde. Là-bas, ils trouveront un travail, ils seront dignes. Elle se sent prête à relever le défi. Elle est courageuse, dure au mal. Elle prendra tout ce qu'on lui proposera, tout plutôt que cette vie-là. Elle le supplie. Pour elle, pour eux, pour Lalita. Nagarajan est tout à fait éveillée à présent. A-t-elle perdu la tête? Pense-t-elle qu'elle peut disposer ainsi de sa vie? Il lui rappelle alors cette histoire terrible qui a agité le village il y a quelque temps. La fille d'un de leurs voisins, une Dali comme elle, avait décidé de partir pour étudier en ville. Les Jattes l'ont attrapée alors qu'elle fuyait à travers la campagne. Ils l'ont emmenée dans un champ reculé, ils l'ont violée, à 8, 2 jours durant. Lorsqu'elle est rentrée chez ses parents, elle pouvait à peine marcher. Ces derniers sont allés porter plainte auprès du Panchayat, le conseiller du village, qui fait autorité ici. Bien sûr, il est aux mains des Jattes.
Il n'y siège ni femme, ni Dali, comme ce devrait pourtant être le cas. Chaque décision du Conseil a force de loi, même si elle va à l'encontre de la Constitution indienne. Cette justice parallèle n'est jamais discutée. Le Conseil a proposé quelques billets à la famille pour la dédommager, en échange du retrait de la plainte, mais la jeune femme a refusé l'argent de la honte. Son père a tenté de la soutenir, puis il a fini par ployer sous la pression de la communauté, et s'est donné la mort, abandonnant sa famille sans ressources, condamnant sa femme au terrible statut de veuve. Elle et ses enfants ont été bannis du village, contraints d'abandonner leur maison. Ils ont fini dans le dénuement le plus total au bord d'une route, dans un fossé. Cette histoire, Smita la connaît. Pas besoin de la lui rappeler. Elle sait qu'ici, dans son pays, les victimes de viol sont considérées comme des coupables. Il n'y a pas de respect pour les femmes, encore moins si elles sont intouchables. Ces êtres qu'on ne doit pas toucher, pas même regarder, on les viole pourtant sans vergogne. On punit l'homme qui a des dettes en violant sa femme. On punit celui qui fraye avec une femme mariée en violant ses sœurs. Le viol est une arme puissante, une arme de destruction massive. Certains parlent d'épidémie. Une récente décision d'un conseil de village a défrayé la chronique près d'ici. 2 jeunes femmes ont été condamnées à être déshabillées et violées en place publique pour expier le crime de leur frère parti avec une femme mariée de caste supérieure. Leur sentence a été exécutée. Nagarajan tente de raisonner Smita. Fuir, c'est la promesse de représailles terribles. Ils s'en prendront aussi à Lalita. La vie d'une enfant ne vaut pas plus que la sienne. Ils les violeront toutes les deux et les pendront à un arbre, comme ces 2 jeunes Dali d'un village voisin le mois dernier. Smita a déjà entendu ce chiffre qui l'a fait frissonner. 2 millions de femmes assassinées dans le pays chaque année. 2 millions. Victimes de la barbarie des hommes, tuées dans l'indifférence générale. Le monde entier s'en fiche. Le monde les a abandonnées. Qui croit-elle donc être face à cette violence, cette avalanche de haine? Pense-t-elle pouvoir y échapper? Se croit-elle plus forte que les autres? Ces arguments terrifiants ne viennent pas à bout de l'opiniâtreté de Smita. Ils partiront la nuit. Elle prépara leur départ en cachette. Ils rejoindront Varanasi, la ville sacrée à 100 kilomètres de là, et ils prendront un train pour traverser l'Inde jusqu'à Chennai. Des cousins de sa mère vivent là-bas. Ils les aideront. La ville est au bord de la mer. On raconte qu'un homme a créé une communauté de pêcheurs pour les scavengers, les gens comme elle. Il existe aussi des écoles pour les enfants d'Ali. Lalita saura lire et écrire. Ils trouveront du travail. Ils n'auront plus à manger du rat. Nagarajan dévisage Smita incrédule. Avec quel argent payeront-ils le voyage? Les billets de train coûtent plus cher que tous leurs biens réunis. Ils ont donné leurs maigres économies aux brahmanes pour envoyer Lalita à l'école. Il ne leur reste rien. Smita baisse la voix. Elle est exténuée par des nuits sans sommeil. Mais étrangement, elle semble plus forte que jamais. Là, dans l'obscurité de la cahute, il faut aller reprendre l'argent. Elle sait où il se trouve. Elle a vu la femme du brahmane ranger leurs économies une fois dans la cuisine, alors qu'elle entrait chez eux pour vider leur latrine. Elle y va tous les jours, il suffit d'un instant pour... Nagarajan explose. Quelle Azura s'est donc emparée d'elle. Son projet terrible va les faire tuer, elle et toute la famille. Asura, nous dit-on, est un être démoniaque dans la mythologie indienne. Il aime encore mieux ramasser des rats toute sa vie et attraper la rage que la suivre dans ses plans insensés. Si Smita se fait prendre, ils périront tous, et de la pire façon qui soit. Ce jeu dangereux n'en vaut pas la chandelle. Il n'y a pas d'espoir à Chennai pour eux, pas plus qu'ailleurs. L'espoir n'est pas dans cette vie-là, mais dans la prochaine. S'ils se conduisent bien, le cycle des réincarnations leur sera peut-être clément. Secrètement, Nagarajan rêve d'être réincarné en rat. Pas ces rats hirsutes et affamés qu'il chasse à main nue dans les champs et fait griller le soir, mais les rats sacrés du temple de Deshnok, près de la frontière pakistanaise, où son père l'a emmené une fois lorsqu'il était enfant. Les surmulots du temple sont au nombre de 20 000. Considérés comme des dieux, ils sont protégés et nourris par la population, qui leur apporte du lait. Le prêtre est chargé de veiller sur eux. De partout, on vient leur apporter des offrandes. Nagarajan se souvient de l'histoire de la déesse Carminata, que lui avait raconté son père. Elle avait perdu un enfant et supplié qu'on le lui rende, mais il s'était réincarné en rat. Le temple avait été bâti en hommage à ce fils perdu.
À force de passer ses journées dans les champs à chasser les rongeurs, Nagarajan a fini par les prendre en estime. Ils lui sont devenus étrangement familiers, un peu comme le justicier qui éprouve du respect pour le bandit qu'il poursuit toute sa vie. Finalement, se dit-il, ces créatures sont comme lui. Elles ont faim et cherchent à survivre. Oui, il serait doux d'être réincarné en rat dans le temple de Deshnok et de passer sa vie à boire du lait. C'est une idée qui le berce parfois, après sa journée de labeur, et l'aide à s'endormir. C'est une étrange berceuse, mais qu'importe, c'est la sienne. Smita n'a nulle envie d'attendre la vie prochaine. C'est cette vie-là qu'elle veut maintenant, pour elle et Lalita. Elle évoque cette femme d'Ali, parvenue au sommet de l'État. Kumari Mayawati, aujourd'hui la plus riche femme du pays. Une intouchable, devenue gouverneure. On dit qu'elle se déplace en hélicoptère. Elle n'a pas courné les chines, elle n'a pas attendu que la mort la délivre de cette vie. Elle s'est battue, pour elle-même, pour eux tous. Nagarajan s'énerve de plus belle. Smita sait bien que rien n'a changé. Cette femme qui s'est élevée en prêchant la cause des Dalis n'en a plus rien à faire d'eux. Elle les a abandonnés. Elle vole dans les airs et eux rampent dans la merde. Voilà la vérité. Il n'y aura personne pour les tirer d'ici, de cette vie, de ce karma. Ni Mayawati, ni les autres. Seule la mort les en délivrera. En attendant, ils resteront ici, dans ce village, où ils sont nés, et ont toujours vécu. À ces mots assénés comme un coup de machette, Nagarajan sort de la cahute. Soit, se dit alors Smita, si tu ne veux pas venir, je partirai sans toi. Julia, Palerme, Sicile. Maintenant ce qui vit a une voix et un sang. Maintenant terre et ciel sont un frisson puissant. L'espérance les tord, le matin les bouleverse. Ton pas et ton haleine d'aurore les submergent. Césarée Pavese, travailler fatigue, la mort viendra et elle aura tes yeux. Poésie variée, de chez Gallimard, 1979. Kamal et Julia se voient tous les jours à présent. Ils ont pris l'habitude de se retrouver à la bibliothèque à l'heure du déjeuner. Ils vont souvent marcher près de la mer. Julia est intriguée par cet homme qui ne ressemble en rien à ceux qu'elle connaît. Des Siciliens, il n'a ni l'allure ni les manières, et c'est peut-être cela qui lui plaît. Les hommes de sa famille sont autoritaires, bavards, colériques et butés. Kamal en est l'opposé. Elle n'est jamais sûre qu'elle va le retrouver. Chaque midi, en entrant dans la salle de lecture, elle le cherche des yeux. Elle s'y tient parfois. D'autres jours, il ne vient pas. Et cette incertitude délicieuse ne fait que renforcer la curiosité de Julia. Dans son ventre, il y a ce fourmillement qui la réveille la nuit, un sentiment nouveau et exquis. Elle lit et relit les poèmes de Pavese, dont les mots sont le seul remède à ce manque qu'elle a déjà de lui. La chose se produit un midi, alors qu'ils sont en train de se promener. Julia l'entraîne plus loin qu'à l'accoutumée vers une plage où les touristes ne vont pas. Elle veut lui montrer cet endroit où elle va lire parfois. C'est une grotte que personne ne connaît, dit-elle. Elle se plaît à le croire en tout cas. La crique est déserte à cette heure-là. La grotte est calme, humide et sombre, à l'abri du monde. Sans un mot, Julia se dévait. Sa robe d'été glisse à ses pieds. Kamal reste immobile, figé comme devant une fleur qu'on hésite à cueillir de peur de l'abîmer. Julia lui tend la main, dans un geste qui est plus qu'un encouragement, une invitation. Lentement, il défait son turban, retire le peigne qui maintient ses cheveux prisonniers. Il se déroule comme un écheveau de laine jusqu'à sa taille. Julia se met à trembler. Elle n'a jamais vu d'homme aux cheveux si longs. Ici, ce sont les femmes qui les portent ainsi. Kamal n'a rien de féminin pourtant. Elle le trouve incroyablement viril avec ses cheveux noirs de jais. Il l'embrasse très doucement, comme on baiserait les pieds d'une idole, en osant à peine la toucher. Julia n'a jamais rien connu de semblable. Kamal fait l'amour comme on prie, les yeux fermés, comme si sa vie en dépendait. Ses mains sont élimées par les nuits de travail, mais son corps est très doux, comme un grand pinceau dont le seul contact la fait frissonner. Après l'amour, il reste longtemps enlacé. À l'atelier, les ouvrières rient de ces hommes qui s'endorment juste après l'éteinte. Mais Kamal n'est pas de ceux-là. Il garde Julia serrée contre lui, comme un trésor dont il ne veut pas se séparer. Elle pourrait rester des heures ainsi,
son corps brûlant contre le sien, sa peau claire contre la peau douce et foncée. Ils prennent l'habitude de se retrouver là, dans la grotte, près de la mer. Kamal travaillant de nuit à la coopérative et Julia de jour à l'atelier. Ils se voient à l'heure du déjeuner, ils font l'amour à midi, et leurs étreintes ont le goût des moments volés. La Sicile entière est au travail, affairée dans les bureaux, les banques ou les marchés, mais pas eux. Ces heures-là leur appartiennent. Ils en usent et en abusent, comptant leurs grains de beauté, répertoriant leurs cicatrices, goûtant chaque parcelle de leur peau. On ne fait pas l'amour le jour comme on fait la nuit. Il y a quelque chose d'audacieux, d'étrangement plus brutal à découvrir un corps en pleine lumière. À se croiser ainsi, Julia trouve qu'ils ressemblent à ces danseurs de tarentelle qu'elle regardait enfant dans les bals en été. Se rejoindre, se toucher, s'éloigner, tel est le pas de danse de leur relation, rythmé par ces allées et venues au travail, de jour, de nuit. Un décalage frustrant, autant que romantique. Kamal est un homme mystérieux. Julia ne sait rien de lui, ou si peu. Il n'évoque jamais sa vie d'avant, celle qu'il a dû abandonner pour venir ici. Devant le spectacle de la mer, parfois son regard se perd. Son manteau de tristesse alors réapparaît, l'enveloppe tout entier. Pour Julia, l'eau est la vie, une source de plaisir sans cesse renouvelée, une forme de sensualité. Elle aime nager, sentir l'eau glisser sur son corps. Un jour, elle essaye de l'entraîner, mais il refuse de se baigner. La mer est un cimetière, lui dit-il. Et Julia n'ose le questionner. Elle ne sait rien de ce qu'il a vécu, de ce que l'eau lui a volé. Il lui racontera un jour, peut-être, ou pas. Ensemble, ils ne parlent ni de l'avenir, ni du passé. Julia n'attend rien de lui, rien d'autre que ses heures volées à l'après-midi. Seul compte l'instant présent, ce moment où leurs corps s'entrelacent pour ne plus faire qu'un, telles deux pièces d'un puzzle se fondant l'une dans l'autre, parfaitement. S'il ne parle jamais de lui, Kamal évoque volontiers son pays. Julia pourrait l'écouter des heures entières. Il est comme un livre ouvert sur une contrée qui lui est délicieusement étrangère. Elle ferme les yeux et a l'impression d'embarquer sur un bateau dont elle est la seule passagère. Kamal dit les montagnes de Cachemire, les bords de la rivière Jhelum, le lac Dal et ses hôtels flottants. Il dit la couleur rouge des arbres en automne, les jardins luxuriants, les tulipes s'étendant à perte de vue au pied de l'Himalaya. Julia le relance, elle veut en savoir plus. Raconte, dit-elle, raconte encore. Kamal parle de sa religion, de ses croyances, du Rehat Mariada, le code de conduite des Sikhs, qui leur interdit de se couper les cheveux et la barbe, comme de boire, fumer, manger de la viande ou se livrer aux jeux de hasard. Il parle de son Dieu qui prône une vie intègre et pure, un Dieu unique et créateur, qui n'est ni chrétien, ni hindou, ni d'aucune confession, qui est un, voilà tout. Les Sikhs pensent que toutes les religions peuvent mener à lui, et qu'à ce titre, elles sont toutes dignes de respect. Julia aime l'idée de cette foi sans péché originel, sans paradis, sans enfer. Ces derniers n'existent que dans ce monde-ci, pense Kamal, et elle songe qu'il dit vrai. La religion sikh, explique-t-il, considère qu'une femme a la même âme qu'un homme. Elle traite de manière égale les deux sexes. Les femmes peuvent réciter les hymnes divins au temple, officier lors de toutes les cérémonies, comme celle du baptême. Elles doivent être respectées, honorées pour leur rôle dans la famille et la société. Un sikh doit regarder la femme d'un autre comme une sœur ou une mère, la fille d'un autre comme la sienne. Signe révélateur de cette égalité, les prénoms sikhs sont mixtes, indifféremment utilisés pour les hommes et les femmes. Seul le deuxième nom les différencie. Singh pour les hommes, qui signifie lion, et Kaur pour les femmes, qu'il traduit par princesse. Blinkipesha. Julia aime que Kamal l'appelle ainsi. Elle a de plus en plus de mal à le quitter pour retourner travailler. Il serait doux de passer des jours entiers près de lui, se dit-elle. Des jours et des nuits aussi. Il lui semble qu'elle pourrait rester là toute la vie, à faire l'amour et à l'écouter. Elle sait pourtant qu'elle n'a pas le droit d'être ici. Kamal n'a pas la même peau, pas le même Dieu que les Lanfredi. Elle imagine ce que sa mère dirait.
Un homme à la peau sombre, qui n'est même pas chrétien. Elle serait mortifiée. La nouvelle ferait le tour du quartier. Alors Julia aime Kamal en secret. Leurs amours sont clandestines. Ce sont des amours sans papier. Elle rentre de plus en plus tard à l'atelier, après sa pause déjeuner. La nonna commence à se douter de quelque chose. Elle a remarqué ce sourire sur le visage, cet éclat nouveau dans les yeux. Julia prétend se rendre chaque jour à la bibliothèque, mais revient essoufflée, les joues en feu. Un après-midi, la nonna croit même voir du sable sur son fichu, dans ses cheveux. Les ouvrières commencent à jaser. A-t-elle un amoureux? Qui est-il? Est-ce un gars du quartier? Est-il plus jeune, plus âgé? Julia dément, avec cette insistance qui est presque un aveu. Pauvre Gino, soupire Alda. Il va avoir le cœur brisé. Ici, toutes savent que Gino Battagliola, le patron du salon de coiffure du quartier, est fou d'elle. Voilà des années qu'il la courtise. Il vient toutes les semaines à l'atelier vendre ses cheveux coupés. Il passe parfois même sans raison, juste pour la saluer. Tout ici s'en amuse. Elle rit de ses cadeaux, qu'il lui apporte en vain. Julia reste de marbre, mais Gino garde espoir et revient, inlassablement, les bras chargés de bucciatini aux figues, que les ouvrières mangent avec appétit. Chaque soir, après la fermeture, Julia se rend au chevet de son père pour lui faire la lecture. Elle s'en veut parfois de se sentir si vivante au milieu de cette tragédie. Son corps exulte, frissonne, jouit comme jamais il n'a joui, alors que son père se bat pour sa vie. Pourtant, elle a besoin de se raccrocher à ça pour se dire qu'elle va continuer, pour ne pas céder à la peine et à l'accablement. La peau de Kamal est un baume, un onguent, un remède au chagrin du monde. Elle voudrait n'être que cela, un corps livré au plaisir, car le plaisir la tient debout, la tient en vie. Elle se sent tiraillée entre des sentiments extrêmes, tour à tour abattus et exaltés. Tel un acrobate sur un fil, elle a l'impression d'osciller au gré du vent. C'est ainsi, se dit-elle. La vie rapproche parfois les moments les plus sombres et les plus lumineux. Elle prend et donne en même temps. Aujourd'hui, la mamma lui a confié une mission, celle d'aller chercher un papier dans le bureau de son père à l'atelier. L'hôpital lui réclame un document qu'elle ne parvient pas à trouver. Dio mio, que tout cela est compliqué, se lamente-t-elle. Julia n'a pas le cœur de refuser. Elle n'a pourtant pas envie d'entrer dans cette pièce. Elle n'y a pas remis les pieds depuis l'accident. Elle ne veut pas qu'on touche aux affaires de son père. Elle tient à ce qu'il retrouve l'endroit tel qu'il l'a laissé, lorsqu'il sortira du coma. Ainsi, il saura que tout le monde l'attendait. Elle pousse la porte de la cabine de projection transformée en bureau. Elle met un temps à y entrer. Au mur est encadrée la photo de Pietro. Près de celle de son père et son grand-père, 3 générations de Lanfredi, qui se sont succédés à la tête de l'atelier. Un peu plus loin, d'autres clichés sont simplement punaisés. Francesca bébé, Giulia sur la Vespa, Adela le jour de sa communion. La mamma en tenue de mariée, le sourire un peu figé. Le pape aussi, pas François mais Jean-Paul II, le plus admiré. La pièce est telle que son père l'a laissée au matin de son accident. Julia observe son fauteuil, ses classeurs, ce cendrier de terre glaise dans lequel il jette ses mégots, et qu'elle avait façonné enfant pour lui faire cadeau. Son univers semble vidé de sa substance, en même temps qu'étrangement habité. Sur le bureau, l'agenda est ouvert à une page terrible, celle du 14 juillet. Cette page, Julia se sent incapable de la tourner. C'est comme si son père était là, soudain, tout entier, dans cet agenda Moleskine, à la couverture de cuir noir, comme s'il restait un peu de lui entre les lignes de ce carnet, dans l'encre de ses mots, jusqu'à cette petite tache en bas de la page, figée sur le papier. Julia a l'impression qu'il est là, dans chaque particule d'air, dans chaque atome du mobilier. L'espace d'un instant, elle est tentée de rebrousser chemin, de refermer la porte. Pourtant, elle ne bouge pas. Elle a promis à la mamma de lui rapporter ce papier. Lentement, elle ouvre un premier tiroir, puis un deuxième. Le troisième, celui du bas, est fermé à clé. Julia s'en étonne. Elle est envahie d'un pressentiment. Le papa n'a pas de secret. Chez les Lanfredi, on n'a rien à cacher. Alors pourquoi ce tiroir fermé? Dans sa tête, les questions se mettent à tournoyer. Son imagination galope, comme un cheval fou qu'on aurait libéré. Son père aurait-il une maîtresse, une vie cachée?
Est-ce la piovra, qui de ses tentacules serait venue le toucher? Chez les Lanfredi, on ne mange pas de ce pain-là. Alors, pourquoi ce doute qui assaille Giulia, comme une prémonition, un nuage noir qui obscurcit son horizon? Après de brèves recherches, elle finit par trouver la clé. Dans cette boîte à cigares offerte par la mamma. Giulia tressaille. A-t-elle seulement le droit d'être là? Il est encore temps de renoncer. D'une main tremblante, elle donne un tour de clé. Le tiroir s'ouvre enfin. Il renferme une liasse de papier. Giulia s'en saisit. Le sol, alors, se dérobe sous ses pieds. Sarah, Montréal, Canada. Au début, le plan de Sarah a bien fonctionné. Elle a pris 2 semaines de congé pour l'opération. Il en fallait 3. Le médecin a pourtant insisté. 1 semaine d'hospitalisation suivie de 2 de repos complet, qu'elle a ramené à 1. Elle ne peut décemment prendre plus sans éveiller les soupçons au cabinet. Cela fait 2 ans qu'elle n'est pas partie en vacances. Les enfants ne sont même pas en congé à cette période. Qui prendrait 3 semaines au beau milieu du mois de novembre, alors que les audiences tombent comme la neige sur la ville? Elle n'a rien dit à personne, ni au bureau, ni à la maison. À ses enfants, elle a expliqué qu'elle devait subir une intervention sans gravité, a-t-elle ajouté, pour ne pas les inquiéter. Elle s'est arrangée pour que les jumeaux soient chez leur père cette semaine-là, et Anna chez le sien. Celle-ci a protesté, mais s'est finalement pliée à sa volonté. Sarah a précisé qu'il ne pourrait lui rendre visite à l'hôpital, prétendant que les enfants n'y étaient pas admis. Un tout petit mensonge, s'est-elle dit, pour adoucir le pincement au cœur qu'elle a ressenti. Elle veut les préserver de cet endroit, cet enfer blanc aux odeurs âcres. Plus que le reste, ce sont des odeurs qui l'indisposent à l'hôpital. Ce mélange de désinfectant et de javel qui lui noue l'estomac. Elle ne veut pas que ses petits la voient ainsi, vulnérable, affaiblie. Anna en particulier est si sensible. Elle vibre comme une feuille au moindre souffle d'air. Sarah a décelé ça très tôt chez sa fille, cette propension à l'empathie. Elle entre en résonance avec la souffrance du monde, qu'elle prend à son compte et fait sienne. C'est comme un don, un 6e sens. Enfant, elle se mettait à pleurer lorsqu'elle voyait un autre se blesser ou être grondé. Elle pleurait devant les reportages à la télévision ou devant les dessins animés. Sarah s'inquiète parfois. Que fera-t-elle de cela? Cette sensibilité exacerbée qui l'expose aux plus grandes joies comme aux plus grands tourments. Elle voudrait tant lui dire « Protège-toi, blinde-toi, le monde est dur, la vie est cruelle. Ne te laisse pas toucher, pas abîmer. Sois comme eux, égoïste, insensible, imperturbable. Sois comme moi. » Elle sait néanmoins que sa fille est une âme vibrante, qu'il faudra composer avec ça. Alors non, elle ne peut pas le lui dire. À 12 ans, Anna comprendrait trop ce que le mot cancer implique. Elle devinerait surtout que la bataille n'est pas gagnée d'avance. Sarah ne veut pas lui faire porter ce poids, cette angoisse, qui vont de pair avec la maladie. Bien sûr, elle ne pourra pas mentir éternellement. Ses enfants finiront par poser des questions. Il faudra alors parler, leur expliquer. Le plus tard sera le mieux, pense Sarah. C'est peut-être reculer pour mieux sauter, qu'importe. C'est sa façon à elle de gérer. À son père, et son frère non plus, elle ne dit rien. Il y a 20 ans, sa mère est décédée de la même maladie. Elle ne veut pas leur imposer à nouveau ce parcours du combattant, ces montagnes russes émotionnelles, espoir, désespoir, émission, récidive. Elle sait trop bien ce que ces mots signifient. Elle va se battre seule et en silence. Elle se croit assez forte pour ça. Au cabinet, personne n'a rien remarqué. Inès l'a juste trouvée fatiguée. « Vous êtes pâle », a-t-elle dit, lorsque Sarah est rentrée de congé. Par chance, on est en hiver. Les corps sont cachés, recouverts de chemises, de pulls, de manteaux. Sarah prend soin de ne pas porter de décolleté, se maquille un peu plus qu'avant, et le tour est joué. Elle a mis au point un ingénieux système de code dans son agenda. Il y a un sigle pour les séances à l'hôpital, RDVH, un autre pour les examens, prélèvements et radios qu'elle place toujours entre midi et 2, déjeuner R, et ainsi de suite. Ses collaborateurs vont finir par croire qu'elle a un amant. À dire vrai, cette pensée lui plaît. Elle se prend parfois à imaginer qu'elle va retrouver un homme à l'heure du déjeuner. Un homme solitaire dans une ville au bord de la mer. Ce serait si doux. Ses rêveries s'arrêtent là. La ramènent inexorablement à l'hôpital, aux soins, aux examens. Dans l'équipe des juniors, les discussions vont bon train. Elle est encore sortie aujourd'hui. Hier, une partie de l'après-midi.
Elle coupe son portable, oui. Sarah Cohen aurait donc une vie en dehors de ce cabinet? Qui est celui qu'elle retrouve à midi, le matin, parfois l'après-midi? Est-ce un collègue? Un associé? Inès penche pour un homme marié. Un autre émet l'idée que c'est une femme. Pourquoi tant de précautions sinon? Imperturbable, Sarah continue ses allées et venues. Son plan semble fonctionner. En tout cas, pour l'instant. C'est un détail qui va la perdre, comme souvent dans les histoires de crime. Un détail confond le meurtrier. La mère d'Inès est malade. Sarah aurait dû le savoir. À bien y réfléchir, l'information lui a été communiquée il y a longtemps, l'année passée. Sarah s'était dite navrée, et puis elle n'y avait plus pensé. La donnée s'était perdue dans les limbes de son cerveau débordé. Qui pourrait l'en blâmer? Elle a tant à penser. Si elle avait pris le temps de s'arrêter à la machine à café, de rôder dans les couloirs ou de s'asseoir pour déjeuner, ce qu'elle ne fait jamais, l'information lui serait revenue. Mais voilà, ses échanges avec les autres se limitent à l'essentiel, au strictement professionnel. Ce n'est ni du mépris ni de l'hostilité, plutôt un manque de temps et de disponibilité. Sarah ne livre rien de sa sphère privée et ne s'immisce pas dans celle des autres. À chacun son jardin secret. Dans un autre contexte, une autre vie, elle aurait pu tisser des liens avec ses collègues, peut-être même s'en faire des amis. Mais dans celle-ci, il n'y a pas d'espace autre que celui du travail. Avec ce collaborateur, Sarah se montre toujours courtoise, familière, elle ne l'est jamais. Inès est à son image. Elle ne se livre pas, ne s'épanche pas sur sa vie. C'est une qualité que Sarah apprécie. En elle, elle semble retrouver la jeune avocate qu'elle était jadis. C'est elle qui l'a choisie lors des entretiens d'embauche, des collaborateurs juniors. Inès s'est révélée précise, travailleuse, d'une grande efficacité. Elle est la plus brillante de son groupe. Elle ira loin. Sarah le lui a dit un jour. Si elle sait s'en donner les moyens. Dans ces conditions, comment aurait-elle pu savoir qu'Inès emmènerait sa mère précisément ce jour-là passer un examen à l'hôpital? Sur la page de son agenda, Sarah a noté RDVH. H n'est ni un homme, ni Henri du service comptabilité, ni même Herbert, le jeune et beau collaborateur de l'équipe d'à côté qui ressemble tant à ce célèbre acteur américain. Non, H est simplement le docteur Haddad, l'oncologue de Sarah, qui hélas n'a rien d'hollywoodien. Lorsqu'Inès a demandé la semaine précédente à prendre exceptionnellement sa journée, Sarah a acquiescé. Elle a noté l'information mentalement, puis elle a oublié. Depuis quelque temps, certaines choses lui échappent. Son état de fatigue avancée en est sûrement la cause. Dans un instant, elles vont se croiser dans la salle d'attente du service d'oncologie de l'hôpital universitaire. Une même expression de surprise se lira sur leur visage. Sarah restera sans voix pour se donner une contenance. Inès lui présentera sa nièce, sa mère. Inès lui présentera sa mère. Voici Sarah Cohen, l'associée avec laquelle je travaille. Enchantée, madame. Sarah sera polie, ne laissera rien paraître de son trouble. Il ne faudra pas longtemps à Inès pour comprendre ce que sa bosse fait là, en plein milieu de l'après-midi, par un jour de semaine, dans ce couloir du service d'oncologie, des radios sous le bras. En un instant, tout s'écroulera. La liaison, l'homme marié, les déjeuners galants, les rendez-vous secrets, les 5 à 7 coquins. Sarah sera démasquée. Dans une tentative un peu vaine pour sauver la face, elle prétend qu'elle s'est trompée de salle, est venue voir une amie. Elle sait qu'Inès n'est pas dupe. Celle-ci va vite reconstituer le puzzle. Son absence de 15 jours le mois précédent, qui a surpris tout le monde. Les rendez-vous extérieurs qu'elle enchaîne depuis peu. Son teint, sa maigreur, son malaise au tribunal. Autant d'indices qui prennent des allures de preuve, de pièces à conviction. Sarah voudrait disparaître, se désintégrer, s'envoler comme ces super-héros au pouvoir prodigieux dont les jumeaux raffolent. Trop tard. Elle se sent idiote, soudain, de trembler devant une collaboratrice junior, comme si elle était prise en faute. Elle a un cancer, ce n'est pas un crime. Et puis, elle n'a pas à se justifier auprès d'Inès, elle ne lui doit rien, ni à elle ni à personne. Pressée de rompre le silence inconfortable qui s'est installé, Sarah salue la jeune femme et sa mère et s'éloigne d'un pas, se voulant assurer. Tandis qu'elle regagne son taxi, une question la taraude. Que fera Inès de cette information? Va-t-elle la divulguer? Sarah est tentée de rebrousser chemin, de la rattraper dans les couloirs.
la supplier de ne rien dire. Elle s'en défend pourtant. Ce serait admettre qu'elle est vulnérable, donner à Inès du pouvoir, un ascendant sur elle. Elle adopte une toute autre stratégie. Demain, en arrivant au bureau, elle va convoquer Inès et lui proposer de la seconder dans l'affaire Bill Bouvard, le dossier chaud du moment, pour le client le plus important du cabinet. Une promotion, assurément. Une offre inespérée que la jeune collaboratrice ne pourra refuser. Elle en sera flattée, redevable envers Sarah. Mieux que cela, elle en deviendra dépendante. Une habile façon d'acheter son silence, se dit-elle, de s'assurer sa loyauté. Inès est ambitieuse. Elle comprendra qu'elle n'a pas intérêt à parler, à s'attirer les foudres de son associé. Sarah quitte l'hôpital, rassurée par le plan qu'elle vient d'élaborer. Il est presque parfait. Elle n'oublie qu'une chose, pourtant apprise durant des années de métier. Lorsqu'on nage parmi les requins, mieux vaut ne pas saigner. Mon ouvrage avance lentement, comme une forêt qui pousse en silence. C'est une tâche exigeante que la mienne, une tâche que rien ne doit venir troubler. Je ne me sens pas seule, pourtant enfermée dans mon atelier. Je laisse parfois mes doigts à leur étrange balai, et je songe à ces vies que je ne vivrai pas, à ces voyages que je n'ai jamais faits, à ces visages que je n'ai pas croisés. Je ne suis qu'un maillon de la chaîne, un maillon dérisoire, mais qu'importe. Il me semble que ma vie est là, dans ces 3 fils tendus devant moi, dans ces cheveux qui dansent tout au bout de mes doigts.